Voilà, bonjour à tous. On va commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Si je peux juste avoir une confirmation. Oui, pour moi. Parfait, parfait. Donc, inviter une chercheuse à un colloque sur le numérique, une chercheuse en archéologie et préhistoire pouvait sembler un peu extravagant, j'ai envie de dire un peu incongru. En fait, si nous avons parlé hier de notre contemporanéité et même spéculé sur l'avenir, nous aimerions ce matin interroger notre passé et plus encore l'origine de nos premiers gestes, associant ces gestes qui associent la main, dont on a vu de belles images hier, et je pense notamment à celle de Aram Barthold, à la fabrication des premiers outils. Tu vas nous parler de cela, Elena, dans une communication que tu as souhaité intituler Outils et gestes à la découverte des origines de l'Homo faber, en nous forçant, et je le sais, à reconsidérer certaines de nos idées sur ce que l'on pourrait prendre tout simplement pour de vulgaires cailloux. Mais je ne t'ai pas présentée. Tu es directrice du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, qui est un musée, certes, mais aussi un institut de recherche important en principauté, d'où les nombreuses publications que tu as signées dans des revues de recherche internationales. Sous ta direction, les fouilles ont repris, notamment celles qui sont liées à la grotte de l'Observatoire. Et si je parle de cette grotte, c'est pour que l'on n'imagine pas que tes réflexions se portent uniquement sur ce qui se passait il y a 3,3 millions d'années. Cette grotte, ce lieu incroyable, ce lieu matriciel, étonnant, tu en as fait faire la photogrammétrie et si nous avions eu un peu plus de puissance de calcul, c'est l'intérieur de ce nuage de points que nous nous serions retrouvés. Mais nous avons été obligés d'utiliser une grotte un peu plus sommaire, mais propice, je sais, à l'écoute de ton propos. Elena, je te cède la parole en te remerciant d'être parmi nous aujourd'hui pour cette communication qui ouvre donc notre deuxième journée de colloque. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voulais évidemment remercier l'école supérieure du pavillon Bozio, Ondine et évidemment toute l'équipe pour ce magnifique colloque dont la thématique m'a évidemment inspirée. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler de technologie, mais des premières, on va dire, notions de technologie, des premiers outils de l'homme et de la femme, de nos ancêtres, leur évolution et vous vous partagez un petit peu toutes les notions d'un chercheur archéologue quand justement on lui parle d'outils. Moi, c'est ma spécialité, l'industrie lithique, l'outil en pierre taillée. Donc, partager avec vous en cette matinée quelques évidences archéologiques qui vont nous mener à des réflexions. Et évidemment, je vous donne rendez-vous cet après-midi pour toutes les questions ou tous les échanges que vous souhaiterez faire en notre compagnie. Donc, c'est à la découverte, évidemment, des premiers outils. Déjà, une notion que Ondine a un petit peu levée dans l'introduction. Quand vous regardez une pierre, un outil taillé, sachez qu'avec certains codes, une lecture de l'expérience et évidemment archéologique, laboratoire et sur le terrain, nous arrivons à lire ces pièces. Tout outil, même ceux d'aujourd'hui, sont lisibles. Ils renseignent, ils interrogent, ils nous parlent. Il faut justement l'écouter et l'entendre. Il y a des codes, évidemment, pour ça. Et derrière l'outil, la pierre, se cache évidemment des méthodes, des techniques, mais aussi un contexte qui est plus sociologique, plus spirituel. Et c'est ce que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un outil? La définition qu'on connaît tous, hein, et la définition lambda, si vous recherchez un petit peu sur les dictionnaires, c'est ce qui permet de faire un travail. C'est un objet qui est fabriqué. J'insiste sur ce terme de fabriquer, vous allez voir pourquoi. Il améliore l'efficacité des actions qu'on souhaite mener ou il permet ces actions. Donc ça va être une aide, si vous voulez, hein, une amélioration, quelque chose de supplémentaire qui vient en complément. C'est pour ça que souvent l'outil, pour l'homme et la femme, se définit comme un prolongement de la main. Les premiers outils, ils datent de quand? Déjà, ils se trouvent en Afrique. Tout vient d'Afrique, vous le savez. À l'heure actuelle, l'homme est né en Afrique, notre ancêtre, le premier humain, mais également ses outils.
Jusqu'à présent, il y a quelques années, on avait l'habitude de dire que c'était Homo habilis, à 2 millions d'années, qui avait fait les premiers outils, d'où le nom d'ailleurs de Homo habilis, l'homme habile, hein, qui sait confectionner. Mais sachez qu'il y a quelque temps sont sortis de nouveaux articles scientifiques qui ont mis en valeur des découvertes. Là, je vous en ai cité deux, c'est les plus anciennes. Vous avez des outils qui ont été retrouvés et qui datent de 3,3 millions d'années. Alors, ces faits sont avérés, les datations sont absolues et évidemment vérifiées par différentes méthodes dont je pourrais expliciter les détails. Et donc, ce sont vraiment des outils confectionnés, hein. Ce ne sont pas des galets simplement qui sont percutés. Il y a une confection, une volonté de la taille. Et 3,4 millions d'années, alors on n'a pas les outils, mais si vous voulez, on a retrouvé des ossements d'animaux où il y a les traces d'outils dessus. Les empreintes ont été laissées et la tracéologie permet d'étudier et d'interpréter et de différencier si c'est fait par un outil, par exemple, en pierre, un outil en métal, évidemment, ça n'existait pas encore, ou par des carnivores ou toute autre trace, on va dire, de facteurs naturels et non anthropiques. Ça, on sait très bien le faire dans la recherche. Donc, même s'il s'agit d'ossements, ils sont la preuve que des outils en pierre ont été utilisés à cette date. Donc, je vous ai marqué que la taille de la pierre, c'est dès le début, et ça c'est très important, le premier homme, c'est pas parce que voilà, c'était il y a 3 millions d'années qu'il faut penser que nous étions primitifs, pas du tout. L'outil et tout ce qu'il engendre montre qu'il y a déjà de la prédétermination, des objectifs, de l'anticipation, et donc il y a des notions déterminées et déterminantes. Une question qui se pose alors sur l'Homo habilis, il n'était pas présent. Donc, il y a sûrement un autre ancêtre. Là, je vous ai mis deux noms, Kenyanthropus platops et Australopithecus afarensis, qui est la famille de Lucie, qui pourrait être à l'origine, vous voyez, ce n'est pas le genre Homo, mais un autre genre qui aurait été à l'origine de l'outil. Alors ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous, les chercheurs, on avait l'habitude, comme quoi la recherche bouge hein, et est dynamique, on avait l'habitude de dire, on définit l'humain comme celui qui fait des outils. Mais vous voyez, je viens de vous dire que l'homo n'était pas là. Il n'était pas encore présent. Donc, comment revoir cette définition de l'homme? On est bipède, mais d'autres animaux sont bipèdes. Donc, on avait vraiment l'outil, nous, pour définir la naissance de l'humain et son émergence dans le monde. Donc, ça a remis, si vous voulez, un petit peu en cause les postulats admis jusqu'à présent. Et puis d'autres recherches. Je voulais absolument vous parler des animaux, parce que vous savez que les animaux aussi ont des outils. Là, je vous ai mis un exemple d'un chimpanzé. Il y a aussi les bonobos qui utilisent des branches, par exemple, pour les termites. Mais sachez qu'il y a aussi des dauphins qui utilisent une éponge pour aller chasser. Il y a des oiseaux qui cassent des noix. Donc, il y a énormément d'exemples que les éthologues pourraient fournir pour montrer que les animaux, puisque l'homme est un animal, donc pour moi c'est évident, mais ce n'était pas prouvé jusqu'à présent, mais tous les animaux ont des outils. Alors, il faut bien faire la différence, par contre, entre les proto-outils et les méta-outils. Les proto-outils, c'est quand vous vous servez de quelque chose juste pour une action et vous le jetez. Donc ça, on va dire 90-95% des animaux qui utilisent des outils le font. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est le méta-outil. C'est la confection, justement, aller chercher la matière première et la fabrication. Et ça, c'est très peu prouvé. On l'a chez les chimpanzés qui confectionnent, je ne sais pas si vous le saviez, mais des javelots pour chasser des proies de petite taille, des petits animaux. Donc, ils sont aussi, on va dire, ils ont aussi la capacité de la chasse. Et ça, c'est très intéressant. Ça ouvre tout un monde culturel, technoculturel chez le chimpanzé. Et évidemment, ça re-questionne notre notion d'outil. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? C'est ce schéma. Ce schéma que je voulais absolument vous présenter. Ça s'appelle le schème opératoire. Le schème, c'est une volonté de fabrication. Ce sont des étapes successives qui sont essentielles pour la fabrication d'un outil chez l'humain. Et à ce jour, justement, c'est ce qui ferait la différence avec l'animal. C'est que pour l'instant, on n'a pas cette notion de complexité et de succession d'actions pour la fabrication d'un outil. Je dis toujours à ce jour parce que, vous le savez, la recherche avance à grands pas et puis on n'est pas à l'abri de nouvelles découvertes.
Donc, comment fabriquons-nous des outils depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui? Il y a l'acquisition, le fait d'aller chercher la matière première, la volonté de transformation. Il y a plusieurs méthodes et techniques de fabrication et de taille. L'utilisation, utiliser l'objet. Alors après, il faudra faire appel justement à tous les concepts et les schémas de remploi, de recyclage, d'échange qui existent chez l'homme, pour l'instant pas chez l'animal, chimpanzés et autres primates. Et l'abandon de l'outil quand on a terminé de l'utiliser ou qu'il est trop usé, par exemple. Et c'est ce que nous, ça fait rire souvent tout le monde, mais c'est ce que nous, en fouille, nous retrouvons, les archéologues. En fait, ce sont les outils abandonnés. Ou sinon, on ne les retrouverait pas, c'est les outils qui ont été jetés. On retrouve les poubelles, les animaux qui ont été consommés, les outils qui sont cassés ou trop utilisés. Et voilà, nous fouillons, nous, les poubelles de nos ancêtres. Pour chacune de ces étapes, évidemment, dans la recherche, nous faisons des études analytiques, mais aussi de plus en plus expérimentales, ainsi que tracéologiques microscopiques. Et c'est ce que je vous présenterai très prochainement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que donc, depuis 3 millions d'années, ces outils ils ont évolué. Avec les différentes espèces humaines. Il y a eu une diffusion magnifique. Et ce qui nous passionne, c'est justement de comparer à la fois de manière diachronique, donc sur le temps, la chronologie, mais aussi de façon synchronique. Est-ce qu'au même moment, dans différents pays, les groupes préhistoriques faisaient la même chose? Si oui, c'est intéressant. Comment ça se fait qu'ils faisaient la même chose? Est-ce que c'est le même besoin? Ça s'appelle l'innovation, des choses qui se créent au même moment. Pourquoi? Est-ce que c'est le contexte environnemental, par exemple, qui a joué, ou c'est cognitif, parce qu'il y a un moment donné où on est obligé de passer par cette étape-là, ou c'est une diffusion. Et voilà, il y a des échanges, des choses qui se créent à l'échelle, évidemment, des temps géologiques. Là, je vais vous montrer un petit peu justement les différentes cultures. Pardon, je suis passée trop vite. Les premières industries, donc on appelle ça l'oldovoyen en Afrique, l'émergence de la pebble culture. Donc on utilise beaucoup le galet, le façonnage. Va arriver l'acheléen avec les bifaces, ces outils taillés sur les bifaces. Et on va dire euh, cette première volonté de symétrie, puisque l'objet essaye d'être le plus symétrique possible. Après, vous avez le moustérien, c'est le paléolithique moyen, avec des méthodes très industrialisées, très, comment dire, anticipées et standardisées pour avoir les mêmes types de produits. Donc ça, c'est très intéressant, très reconnaissable. Après, vous avez le paléolithique supérieur avec l'Homo sapiens. On va passer par différents types de cultures d'outils, le proto-aurignacien, l'aurignacien, le gravétien. Et puis, on va tomber dans le microlithisme. Et enfin, dans le néolithique, où on va arriver au polissage de la pierre et l'homme devient sédentaire, agriculteur, éleveur. Donc, c'est aussi intéressant de noter ces évolutions, ces modifications de l'outillage aussi, en fonction du type d'hominidé, évidemment, de ses besoins et de la période chronologique ainsi que du contexte paléo-environnemental et microsociologique. L'industrie lithique, donc l'outil en pierre taillée, pour nous, c'est extrêmement important. Vous savez qu'il s'agit de l'objet archéologique par excellence. Pourquoi? Parce que c'est de la pierre, ça se conserve. Vous voyez là, je vous ai donné un exemple sur 3 millions d'années. Évidemment, il y avait sans doute des outils en bois, ça a été prouvé sur quelques sites, en bois, en os animal, évidemment, bien sûr, mais il faut un contexte exceptionnel de préservation et de conservation qu'on n'a pas forcément partout, évidemment. Donc la pierre, pour nous, c'est ce qu'on appelle un fossile directeur, un marqueur, et ça nous permet une chronologie déjà relative, même si on ne date pas directement la pierre, rien qu'en voyant l'outil, sa morphologie, le contexte, nous sommes capables, évidemment, de donner des renseignements sur l'aspect technoculturel. Et ça, c'est extrêmement précieux pour l'interprétation du contexte et du sol d'occupation. Comment on lie un outil? Il y a
deux façons de faire qui sont complémentaires pour justement un préhistorien. Il y a la technologie, c'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. On va se concentrer sur toutes les étapes de la chaîne opératoire. On va étudier l'acquisition de la matière première, la transformation, l'utilisation et l'abandon de la pièce. Évidemment, la pièce isolée, mais on prend en compte évidemment tous les objets associés, que ce soit des outils, des restes d'animaux, des restes humains. Évidemment, tout cela est compilé pour proposer une interprétation la plus juste qu'il soit. Et puis la typologie, c'est une liste qui existe depuis les années 60, qui nous permet d'identifier le type d'outil, parce que vous allez découvrir qu'il y a évidemment, dès les premiers temps préhistoriques, différents types d'outils en fonction évidemment des besoins de ces fonctions. Là, il y a une petite liste que je vous ai mis, mais je vais vous montrer des exemples plus concrets. Donc, c'est grâce à ces deux études que nous arrivons à lire la pierre taillée. Voilà un peu plus en détail l'approche techno-économique, donc les étapes. Nous pourrons renseigner, ça je vous l'illustrerai, les aires d'approvisionnement, la distance, où a été prise la matière première, pourquoi l'avoir choisie, à quel endroit exactement, comment a-t-elle été employée, est-ce qu'on l'emploie brute? Ça arrive parfois, je vous ai parlé des galets qu'on percute, on peut l'employer tel quel. Est-ce qu'on la choisit selon sa morphométrie? Sans doute sur plusieurs sites. Ou est-ce qu'on la travaille et de quelle façon on la travaille? Il y a le débitage, le façonnage. Il y a forcément des déchets de taille. Nous, on arrive à reconnaître si l'outil et la pièce, l'artefact, évidemment involontaire, et jusqu'à l'emploi de l'objet et, et son utilisation, ou parfois sa fracture qui n'est pas, qui est faite lors de l'utilisation. Alors évidemment, pour tailler, ceux qui sont un peu artisans le savent déjà, il y a des règles, il y a des normes qui sont inhérentes évidemment à la pierre, la pétrologie, la géométrie, la physique, le volume. Il y a évidemment des notions à connaître et ça, justement, ça fait appel à la cognition qui montre que les premiers hommes tailleurs avaient évidemment ces capacités. On ne tape pas une pierre sur une pierre comme ça. Il y a des angles à connaître, il y a une force à avoir, il y a des plans de frappe, il y a l'onde cocoïdale qu'il faut absolument provoquer sur la matière. Et on est capable justement de les reconnaître et de les lire sur les artefacts. Faire la différence entre, par exemple, un éclat, donc un fragment de pierre qui a été soit percuté par un tracteur, ça laisse des traces différentes, par exemple, d'un homme qui l'a fait volontairement avec un percuteur. Ou, par exemple, le gel peut provoquer aussi des fractures de galets, et ça, on arrive effectivement à voir la différence avec un vrai outil taillé par l'homme préhistorique. Alors, la pétrologie, je vous rappelle qu'il existe différents types de pierres. On connaît souvent le silex. D'ailleurs, le public confond souvent l'outil en pierre avec le silex. Il va dire, je vois du silex dans la vitrine, mais le silex est un type de matière première. Il y en a énormément. Il y a du calcaire, les roches volcaniques comme la rhyolite, le craie, l'andésite, qui est aussi une roche volcanique. C'est extrêmement varié. Et justement, ça va être intéressant déjà d'étudier quelle est la matière de l'outil qui a été confectionné. Pourquoi? Parce qu'on va déjà voir s'il y a eu un choix. On ne taille pas n'importe quoi, n'importe comment. Par exemple, si vous avez des petits galets d'andésite, ça va être très difficile d'obtenir de très très grandes lames avec ce type de matière première. Donc il y a déjà une réflexion qui est en amont de toute taille pour choisir votre matière première et votre percuteur. Donc avec quelle pierre taper et obtenir un outil avec un autre bloc de pierre. Donc, dès le départ, il y a de la réflexion, évidemment, de préparation. Là, je vous ai mis l'exemple. Quand on a un outil en pierre, on peut aller très loin et retrouver le gîte où a été prélevée cette matière première par l'homme préhistorique. On est capable, évidemment, de voir la zone géographique en fonction des formations géologiques. J'ai perdu le PowerPoint, mais je peux continuer sur cette page.
Donc déjà savoir où a été prélevé, quelle zone, mais on peut aller plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire, il a pris quelque chose sur Monaco, ce silex est pointé à Monaco, donc on sait qu'il vient de là, mais on peut dire s'il a pris sur la plage, par exemple, s'il a pris dans une rivière ou un torrent, ou s'il allait le prendre plutôt vers côté montagne. Comment on le sait? Parce que le cortex, la peau, par exemple, du galet ou du bloc, va renseigner cette provenance. Par exemple, le galet de plage, si vous regardez un galet de la plage, vous le ramassez, c'est extrêmement lisse. Un galet de torrent, vous allez avoir des petits coups d'ongles sur cette peau de galet. Donc, il y a un renseignement, évidemment, qui est lisible aussi sur ces pierres. Je ne sais pas si on m'entend, mais je n'ai plus le PDF. Il a disparu. Oui, Elena, on t'entend très bien, on est en train de remettre le PDF. D'accord, Voilà. c'est gentil. Donc, je peux compléter en attendant, si vous le souhaitez. Voilà. Je me Et retourne. bah, tu vas le voir aussi quand il va revenir. Ah, je crois qu'il apparaît là, voilà. Alors, Voilà. donc là, je vous parlais de la matière première. On ne va pas n'importe où. En plus, il y a une connaissance de l'environnement. Vous imaginez pour les tailleurs, si vous voulez chercher du silex ou de la roche volcanique, ce n'est pas le même endroit. Donc, ils ont une connaissance du territoire magnifique. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. Ils connaissent les plantes, ils connaissent les endroits. Il y a vraiment, ce sont des nomades, si vous voulez. Donc, ils connaissent très bien les gîtes et et sans doute, ils se le transmettent. Il y a plusieurs exemples comme ça où les groupes vont revenir de période en période sur les mêmes gîtes. Les Balzirossi, par exemple, qui sont à la frontière de Menton et Vintimille, c'est un peu the place to be au Paléolithique, si vous voulez, pour le silex, pour les grottes et les abris. C'est pour ça qu'on a de nombreuses occupations. Il y a l'eau à côté en plus potable, tous les facteurs, si vous voulez, qui font que les groupes vont revenir de, je ne sais pas, 200 000 à 40 000 ans. Elena, ça y est, Alors, voilà, tu l'as oui, en je face le de toi. vois. Merci. Voilà, je vous passe, ça on avait vu, et je vous montre un petit peu les cartes d'approvisionnement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez là, c'est une carte qu'on a projetée sur des collections justement des Balzirossi. Ils ne restent pas locaux, ce sont des nomades, je viens de le dire, donc ils vont bouger. Là, on est à peu près, il y a un territoire d'approvisionnement de 200 km. Sachez qu'au Paléolithique supérieur, c'est encore plus. Il y a 500 km pour prendre et se servir en matière première. Il y a évidemment des échanges à partir de ce Paléolithique supérieur. Mais déjà, pour les premiers groupes préhistoriques, vous voyez qu'ils suivent les troupeaux et selon justement l'environnement, ils vont prélever et garder les meilleurs outils souvent, les meilleures matières premières sont gardées pendant un long moment, reconfectionnées, ça on le voit, hein, tandis que les matières locales et voilà, peu isotropes, on appelle ça, avec peu de qualité, ils les confectionnent une fois, mais ils s'en débarrassent assez vite. Hein, et voilà, donc il y a de l'acquisition à la fois qui est locale, semi-locale et allochtone. Et parfois, on va sur les gîtes et on trouve évidemment des ateliers de taille contemporains. Comment transformer, comment faire un outil? Il y a deux méthodes dès la préhistoire. Le façonnage. Le façonnage, c'est quand vous prenez un bloc, vous faites l'outil directement dessus. Là, c'est l'exemple du biface. C'est du façonnage. Vous avez directement l'objet, l'outil souhaité de votre bloc. Mais il y a le débitage qui est plus complexe. Le débitage, pour l'instant, ça, on ne l'a pas vu justement chez le reste des animaux. Vous avez votre bloc, il va se transformer en nucléus, c'est-à-dire que vous allez débiter, enlever de la matière. Cette matière enlevée, les petits outils que vous voyez ici, si j'ai le pointeur, voilà, ça, vous allez en faire des outils. Donc, il y a deux étapes, si vous voulez. Vous enlevez d'ici, de votre bloc, et vous allez avoir un éclat. Soit vous le transformez, vous en faites une pointe ou ce que vous voulez, ou un perçoir. Donc, c'est plus long. Il y a des étapes supplémentaires. Et votre bloc de départ, c'est une poubelle parce qu'après, il est jeté puisque vous n'en servez plus. Tandis que là, le bloc est gardé et c'est votre outil directement. Voilà, il y a plusieurs types de percuteurs. À gauche, vous avez les percuteurs tendres, donc souvent du bois, pour faire des choses un peu plus fines, et les percuteurs en pierre, différents types de galets.
Différentes méthodes, comme je vous disais en présentation. Quand vous faites du débitage, il y a plusieurs méthodes que nous, on arrive à reconnaître sur les fragments volontairement effectués. Là, je vous ai mis l'exemple des méthodes de l'homme de Néandertal, par exemple, les méthodes Levallois, qui sont très standardisées, les méthodes discoïdes, les méthodes récurrentes ou orthogonales. C'est la façon de sortir l'objet. Le Levallois, par exemple, vous préparez votre bloc en enlevant beaucoup de matière et après, vous sortez des éclats, des fragments qui ont tous la même taille et tous la même forme. On peut faire, par exemple, un nucléus, un bloc de pointe Levallois. Vous sortez que des pointes avec cette méthode-là. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de première standardisation à ce moment. Les différents types d'outils, je vous ai mis les couteaux. Comme ça, vous allez comprendre tout de suite. Les couteaux, aujourd'hui, voilà, vous dites un couteau, c'est un outil. Mais oui, mais il en existe plusieurs types. Vous avez le couteau à fromage, vous avez le couteau à beurre, vous avez le couteau à viande, etc. Et nous, on s'est confronté à ce problème. Au début, on voyait, je ne sais pas, un perçoir et on s'est dit, c'est le même perçoir. Mais peut-être que le perçoir sert à différentes choses. Donc, ça nous interroge davantage sur la complexité, si vous voulez, du type d'outil. Même si vous avez trouvé le type d'outil, ça peut être pour différentes fonctions. Là, je vous ai mis en exemple, justement. Là, vous avez un perçoir tout en haut, ici aussi. Vous voyez, ce n'est pas le même type quand même, hein. Là, entouré un racloir qui sert à racler. Là, ce sont des illustrations pour vous montrer un petit peu les gestes. Et là, ce qu'on appelle une encoche, sans doute pour racler des tiges, par exemple. Mais ce n'est pas aussi simple parce que, évidemment, il faut prouver, si vous voulez, la fonction de cet outil qui peut être différent selon les sites ou même sur le même site. Alors, comment on fait pour aller plus loin? A été mis en place une méthode qu'on appelle morpho-fonctionnelle. On va regarder l'outil, et si vous regardez les couteaux, vous y arriverez aussi. Nous, on regarde l'outil en pierre, et puis on essaye de comprendre sa morphologie, sa morphométrie. Comment sont les formes? Est-ce que c'est tranchant? Est-ce que c'est un méplat? Ça veut dire que c'est un angle droit. Est-ce que c'est fracturé volontairement ou pas? Comment c'est préparé? Et là, on met en évidence justement des choses magnifiques de fonctionnement de l'outil, de la gestuelle, comment il fonctionnait et à quoi il servait. Pardon, je reviens là, mais par exemple, on peut avoir en rouge toute la partie active de l'outil. C'est là où ça a servi. Et en bleu, la partie qu'on appelle passive et qu'on interprète, nous, comme préhensive. Préhensive, on la tient. Alors, soit à la main, soit à l'emmanchement. Parce qu'il faut penser, nous, on voit l'outil en pierre tel quel, mais attention, rappelez-vous ce que je vous ai dit, le bois et tout ce qui est végétal ne se conserve pas. Donc, beaucoup devait être emmanché, comme dans l'exemple ici. Mais nous, il nous reste, si vous voulez, que la partie de l'outil en pierre. Parfois, on trouve des résidus et qui sont analysés évidemment en biochimie et qui montrent qu'il y a eu de la colle, donc sans doute des emmanchements. Donc ça, c'est très intéressant pour nous parce que si vous comprenez où est la zone active, où est la zone passive, cela va vous aider grandement sur le fonctionnement de l'objet. Donc ça, c'était le fonctionnement et sa fonction. La fonction, à quoi il servait, sur quoi il servait. Est-ce qu'il servait à couper du bois, à percuter un os pour enlever la moelle? Est-ce qu'il servait à racler des peaux? Tout ça peut être vu par ce qu'on appelle la tracéologie. Donc, pareil, c'est une science extrêmement spécialisée. Au microscope, là, vous avez un exemple ici de photo qui va permettre de montrer les traces microscopiques qui sont restées sur l'outil. Là, vous avez deux exemples. Vous voyez, c'est le même galet. On va dire c'est un percuteur. Oui, très bien. Mais quand vous regardez de près, vous voyez ici, ce n'est pas du tout les mêmes traces, les mêmes stries que ici, plutôt en étoile. Ça veut dire quoi? Que peut-être ils ont percuté tous les deux, mais sur des choses différentes. Donc, ça a laissé des traces différentes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On analyse ces traces avec la tracéologie, on regarde ce que ça donne, et à côté, en parallèle, on va faire de l'expérimentation. On va tailler ou prendre le même outil, puisque là, il n'est pas taillé, c'est un galet. On va aller prélever le même type de matière première, la même morphologie, se rapprocher le plus possible de l'objet archéologique, et on va faire des protocoles expérimentaux. Par exemple, on va taper 10 fois sur de la pierre, on va taper 10 fois sur de la viande, voilà, ou des ossements, et on va
noter tous les résultats obtenus et les traces qu'ont laissées chaque protocole différentiel. Et on va venir les comparer à l'étude archéologie traçologique et voir lequel a matché. Vous voyez? Et c'est là qu'on pourra dire, voilà, ça a été utilisé très intensément sur tel type de matériaux et comment. Donc, on peut retracer toute l'histoire de l'outil. Je voulais finir un petit peu cette présentation en vous évoquant une autre dimension de l'outil qui est passionnante pour nous. C'est que l'outil, là, je vous ai montré tout l'aspect, si vous voulez, méthodologique, technologique, fonctionnel, mais il y a toute une autre interprétation sur les groupes sociaux et nos ancêtres. Alors, quelques exemples ici dont je voulais vous parler. Il y a le site d'Étiole, qui est très connu dans la communauté scientifique. Pourquoi? Parce qu'il a permis de mettre en évidence deux habitations qui étaient voisines, et on a retrouvé énormément d'outils en pierre taillée dans ces occupations. Et surtout, les collègues chercheurs qui sont Monique Olive, Nicole Pigeot, etc., et toute leur équipe, ont mis en évidence une microsociologie. Vous avez deux habitations. Donc là, je ne sais plus si je les ai notées, mais bon, c'est U5 et P15. Et on voit qu'il y a une partie qui est occupée par des experts, des artisans experts, des tailleurs confirmés. Les outils sont d'une technique d'excellence, on le voit, il n'y a pas d'erreur. En tout cas, il y a très peu de déchets, par exemple. Et les outils sont souvent absents. Les outils aboutis, ça veut dire pour nous que, par exemple, ils ont été utilisés pour la chasse et n'ont pas été ramenés. Et puis, on a un autre groupe qui est plus, on dirait, de débutants. Beaucoup d'erreurs. On voit que le matériau qui est utilisé est de moins bonne qualité, comme si ce n'était pas réservé, si vous voulez, pour ces débutants. On voit qu'il y a eu beaucoup de fractures, qu'il y a eu des gestes qui sont, si vous voulez, de l'apprentissage. Donc, à travers l'interprétation archéologique, on a permis de montrer qu'il y avait cette passation, cet apprentissage de la taille de la pierre. Euh, Très intéressant. On n'a pas parlé de transmission, mais sachez que l'homme pouvait parler très tôt. Ça a été prouvé par voilà, des analyses morphologiques. Enfin, on avait tout, les, les données anatomiques, si vous voulez, pour le langage, pour la communication. Pour la cognition, c'est la même chose. Les gènes présents. Et c'est une nouvelle preuve, si vous voulez, de passation. Parce que l'imitation, en faisant de la taille de la pierre, c'est très difficile d'apprendre à quelqu'un, sans lui parler, à tailler un outil. Très difficile. Donc, il n'y avait pas que de l'imitation, il y avait sans doute de l'apprentissage. Et ce site, avec ces deux occupations, est une preuve justement de à la fois la présence d'experts dans des groupes sur la taille et à la fois de cet apprentissage de la taille et du façonnage et du débitage. Un autre exemple ici, sachez que l'étude des outils permet de comprendre aussi les occupations. La répartition spatiale, ça s'appelle, vous avez deux exemples là, en haut. On va étudier leur positionnement, comme je vous disais tout à l'heure, avec les ossements et les autres restes qui ont été mis au jour dans un site de fouille. Et on va comprendre un petit peu comment le groupe s'organisait. On a un moment de vie derrière ces pierres. Le fait que voilà, les outils soient de ce côté, les ossements de là, ici il y a un grand vide. On arrive à s'imaginer que le tailleur ou la personne était à ce moment-là, à l'instant T, assis en confectionnant ses outils ou encore en découpant les restes de la chasse pour son petit groupe, son petit clan. Donc, c'est extrêmement intéressant de faire cette répartition spatiale pour comprendre un petit peu le relationnel des groupes qui existaient. Et ça, je vous dis, hein, on peut remonter à des histoires vraiment de centaines de milliers d'années et arriver à voir une partie, en tout cas, du moment qui a été partagé par ces premiers groupes préhistoriques. Alors, comment on le voit, évidemment, là, je vous ai mis un exemple. Si vous retrouvez deux éclats qui se remontent, vous savez que l'objet a été fait sur place. Sinon, vous n'aurez pas ces détails, ce commencement. Vous voyez la peau du cortex
Déjà, c'est que la matière première a été emmenée sur site et que la personne, l'homme, la femme ou l'enfant peut-être, a taillé sur place et que voilà, il a pris que la partie qui l'intéressait, l'autre, il a abandonné, c'était la poubelle. Mais le fait que les deux soient présents, c'est que la taille a eu lieu in situ. Et ça, c'est un très beau renseignement. Comme les débris nous renseignent pareil, hein, les débris ne sont pas utilisés, ce sont des déchets. Si vous en retrouvez sur site, ça veut dire que la personne a taillé sur le site même à un moment donné. Après, voilà, d'autres aspects, on n'en a pas parlé, mais l'aspect spirituel, quand on a des sépultures, ce qu'on appelle les premières tombes, hein, ici vous avez le Grand Cro-Magnon qui date de moins 25 000 ans, qui a été retrouvé aux grottes de Grimaldi, à la grotte des enfants. C'est une personne, un homme d'âge adulte, quarantaine d'années, c'était déjà un très vieil homme hein, pour l'époque, euh, très grand, comme je vous l'ai dit, 1,95 m. Qui, autour de lui, a des outils en pierre. Alors pourquoi? Alors voilà, est-ce que ce sont des offrandes? Est-ce que ça représentait cette personne? En tout cas, cette notion est extrêmement importante parce qu'elle est répétitive. Il n'est pas rare, au contraire, il est très fréquent de retrouver dans les sépultures des outils en pierre. Pour les hommes, pour les femmes, mais aussi pour les enfants. Donc on ne représente pas, voilà, c'est un homme, c'est le chef guerrier, vous voyez, enfin les premières notions qu'on avait au 19e siècle, début 20e siècle sont dépassées. On a retrouvé des femmes magnifiques, parées, avec des coiffes funéraires, de l'ocre, extrêmement d'objets associés. Donc, c'est peut-être pas, si vous voulez, le statut, mais en tout cas l'intérêt déjà du clan pour la personne, pour son inhumation et peut-être pour sa représentation. Donc là, voilà, il y a des outils en pierre. Là, vous voyez une petite lame en silex ici. Et d'autres aspects, celui-là, ce biface a été retrouvé, parce que là, je vous ai dit moins 25 000 ans, mais attention, il y a des évidences, des preuves plus anciennes. Là, c'en est une, c'est un biface qui a été retrouvé en Espagne, dans le site de la Cima de los Huesos, à Atapuerca, qu'on appelle Excalibur. Alors déjà, voilà, hein, vous comprenez l'interrogation de tous les chercheurs à ce sujet. Il a été retrouvé dans un contexte très particulier. C'est une sorte de puits, de grotte de 14 mètres, très long. Et en dessous, il y a une chambre. Et dans cette chambre, on a trouvé une trentaine d'individus. Donc voilà, une sorte de fosse commune. Ça a plus de 400 000 ans. Et avec cette fosse, un seul outil. Un seul, c'est celui-là, isolé. Un biface qui est violacé, rougeâtre, vous avez vu en quartzite, magnifique. Et qui, pour les chercheurs qui l'ont étudié, n'aurait pas été utilisé. Donc voilà, alors première question, est-ce que voilà, il n'a vraiment pas été utilisé? Parce que voilà, des recherches peuvent prouver le contraire, hein. Et s'il n'a vraiment pas été utilisé, pourquoi il y a cette présence? Pourquoi associer un outil comme ça à une trentaine d'individus de restes humains il y a 400 000 ans? Donc ça interroge, c'est encore une problématique de recherche à l'heure d'aujourd'hui. Et là, je vous avais mis au milieu, pardon, il y a quelqu'un devant moi, je ne vois pas ce que c'est. Qui est le petit fantôme ou la... Ah voilà, pardon. Et juste, je voulais vous parler de ce dernier objet pour terminer. Ce qu'on appelle les feuilles de laurier. Sur le site de Volgu, alors ce sont des feuilles, ça ressemble au biface, hein, taillé sur les deux faces, mais c'est extrêmement fin et ça se trouve pas du tout au même moment, hein, c'est plus tardif, hein, c'est au paléolithique supérieur, donc plus tardif que le biface. Donc c'est l'Homo sapiens. Ça, c'est par exemple une feuille en silex qui fait 30 cm. 30 cm, c'est très long et très fin. Et pour un tailleur, hein, même d'aujourd'hui, c'est impossible d'utiliser un tel outil, ça casse, hein. Si vous faites quelque chose avec, il casse au bout de 2 minutes. Donc déjà, première interrogation. Mais surtout, quand on les retrouve, c'est souvent dans des caches et associés à rien du tout. Par exemple, le site de Volgu, il y a une quinzaine de feuilles comme ça en silex extrêmement fines qui ont été retrouvées au même endroit, mais dans une cache, c'est-à-dire dans une sorte de trou et mis de façon parallèle. Et on ne sait pas pourquoi. Alors voilà, j'ai le droit de vous dire, parfois on ne sait pas. Et au mieux de dire n'importe quoi, on ne sait pas pourquoi. Donc souvent, on propose voilà l'aspect rituel qu'il faut prouver évidemment,
Mais on a encore beaucoup d'interrogations, évidemment, dans le milieu scientifique et de la préhistoire. Et c'est grâce à d'autres sites et d'autres découvertes ou d'autres résultats, parfois d'autres technologies, les méthodes de datation. Vous savez que maintenant, ben, voilà, on fait des scans 3D, des IRM pour les restes humains, on fait des séquençages ADN, les datations sont beaucoup plus précises, conservent plus, parce qu'à l'époque, on détruisait beaucoup. Donc, on compte beaucoup, évidemment, aussi sur toutes ces aides et ces soutiens technologiques pour essayer de mieux comprendre et parfois de percer ces secrets. Hein. Je vous en ai livré encore quelques-uns ici pour pouvoir avancer dans la recherche. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi la passion de notre métier. Hein. C'est que quand on arrive à trouver quelque chose, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre avec d'autres questions. Mais voilà, l'outil, en tout cas, retenez ça. L'outil est quelque chose qui n'est pas seulement une pierre, c'est l'histoire d'une personne qu'on arrive à lire derrière la matière. Euh, Parfois l'histoire d'un groupe, l'histoire d'une période, l'histoire d'un contexte, l'histoire d'une technique. Donc c'est un enrichissement très important à travers la lecture de cet objet et qui est un apport pour connaître notre histoire, notre repère, mieux comprendre évidemment notre présent et qui sert parfois aussi beaucoup pour les projections pour l'avenir. Je vous parlais de la connaissance de l'environnement, la solidarité, le fait de s'aider entre groupes, d'apprentissage. Tout ça nous sert à la réflexion. Et, euh, et voilà, je suis heureuse d'avoir pu partager cela aujourd'hui avec vous et j'espère que ça vous a plu et que vous aurez plein de questions cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elena. Merci. Donc, voilà, les étudiants, voilà, t'envoie des messages de remerciements parce que c'est vrai que grâce à toi, on a appris énormément de choses. Moi, j'avais juste une petite question et puis on continuera la discussion cet après-midi. J'ai l'impression qu'on ne peut pas faire de lecture de l'outil individuel. Tu parlais d'un outil, puis par exemple d'un percuteur, mais j'ai l'impression qu'un outil en appelle un autre qui lui-même peut-être va être fabriqué et va en appeler un autre. Donc, est-ce qu'on est obligé de raisonner en termes de chaîne, justement, non pas de production, mais aussi que ces outils entre eux sont liés puisque la fabrication de l'un, voilà, est liée à celle et est-ce qu'ils progressent en même temps? C'était ma question. Oui, c'est très intéressant. Alors, un objet isolé, un vrai préhistorien, si tu nous emmènes un outil, on va te dire on peut rien en faire tel quel. Mais c'est pas vrai parce que je vous ai dit que c'est un marqueur culturel. Si vous trouvez un biface, bah, je saurais qu'il n'a pas 10 000 ans, par exemple. Donc non, il y a déjà un apport, même si on a un outil isolé. Par contre, évidemment, l'association est extrêmement intéressante et c'est comme ça qu'on est au plus juste de la réalité. Le fait exactement de cette chaîne, euh, cette association, ces assemblages sont extrêmement importants. Là, on parlait des outillages et Ondine me permet de préciser quelque chose. Évidemment, le contexte des outillages est très important parce que l'un appelle à l'autre et évidemment, il y a des cohérences qui se font. Mais n'oubliez pas les autres objets. C'est ça qui nous permet aussi de faire parler. Par exemple, si vous trouvez que des perçoirs associés à que des bouquetins, c'est extrêmement intéressant. Il y a des activités qui sont peut-être très spécialisées. Donc même les autres types d'assemblages sont à prendre en compte. Et c'est pour ça que les équipes d'archéologues travaillent toujours en interdisciplinarité et transdisciplinarité. On a besoin de chaque spécialité, si vous voulez, pour mieux comprendre le contexte. Par exemple, à la grotte de l'Observatoire du Jardin exotique, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a des objets qu'on retrouve dans les autres sites, mais pas autant. Je vous donne un exemple. Les bifaces, c'est connu dans le monde entier. Les galets aussi, ou les grands éclats. Mais à Monaco, on ne sait pas pourquoi, on n'a que des galets et que des grands éclats. Mais on n'a que ça. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans cette grotte? Ils ont exprès pris leur outil, ceux-là, pour venir, et on n'a que du bouquetin. Donc, on est en train de mettre en évidence un site spécialisé, c'est extrêmement rare, mais ça a la particularité. Et nous, on rigole en disant les monégasques étaient déjà très spéciaux. Mais c'est parce qu'on ne trouve pas d'autres sites comparatifs à l'heure actuelle dans le monde. Donc, effectivement, pour répondre à la question, tout le contexte et toutes les découvertes sont extrêmement intéressantes. Et c'est pour ça que quand on fouille, d'ailleurs, on relève chaque position d'objet, où est-ce qu'il était, comment il était placé, quel pendage,
etc. Parce que chaque petit détail va nous permettre de répondre à des questions et de remonter, comme tu disais, la chaîne et la cohérence. Tel objet fait à tel objet et d'essayer de trouver une logique, ce qui n'est pas facile parce que, par exemple, pour Homo sapiens, on peut le faire. Hein. On s'est servi de l'ethnoarchéologie, par exemple. Vous savez qu'il y a encore des groupes aujourd'hui qui s'échangent des haches polies pour des rituels, des choses comme ça. Mais c'est très difficile pour nous de l'appliquer à des types d'hominidés qui n'ont pas notre cerveau. Est-ce que je peux appliquer quelque chose, par exemple, je ne sais pas, des groupes de 3 millions d'années? Ce n'est pas un Homo sapiens, vous voyez, donc c'était différent. Sachant qu'aujourd'hui, déjà, en zone géographique, c'est extrêmement difficile, je ne sais pas, de voir un symbole et que toutes les personnes du monde entier l'interprètent de la même façon. Donc, on est aussi vigilant par rapport à, vous voyez, ne pas mettre nos, nos idées reçues de notre société actuelle et l'appliquer telle quelle, si vous voulez, à avant. Et ça, c'est vraiment difficile à voilà, se mettre les garde-fous pour les interprétations, évidemment. Oui, faire de la surinterprétation qui est toujours dangereuse. Ouais. Est-ce qu'il nous reste 2 minutes? Est-ce que quelqu'un souhaiterait, à travers le chat, poser une question à Elena? Oui, est-ce qu'il y a... Non, alors peut-être, elles seront peut-être pour cet après-midi. Alors oui, il y a Ambre qui souhaite nous demander quelque chose, elle va la taper et je vais la... Enfin, tu vas la voir aussi d'ailleurs. Voilà, Ambre, tu peux la taper. Ambre, tu veux taper ta question? Ah, ton micro est ouvert alors? Ah, voilà. Est-ce qu'il y a des outils qui se rapprochent de l'art pariétal? Vous parliez de la dimension spirituelle. Alors, qui se rapproche de l'art pariétal? Alors, il y a la question est, je ne sais pas, peut-être je la comprends mal, mais il faudra me dire si c'est OK. En tout cas, il y a des outils qui sont utilisés évidemment pour l'art pariétal. Ça, c'est sûr et certain. Vous savez qu'il y a des gravures. On parle souvent des peintures. Donc, les peintures, c'est soufflé ou avec des pinceaux. Donc, oui. Mais les gravures, évidemment, oui. Et on a des sites comme le Roc aux Sorciers ou beaucoup de sites d'art très connus en Vienne, par exemple, où on a trouvé évidemment les outils au bas des parois, les outils qui ont permis à graver les parois. Donc, évidemment, c'est associé. Il y a des outils spécialisés pour ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais évidemment, il y avait des outils qui étaient utilisés, mais même pour rentrer dans les grottes, hein, il fallait de la lumière. Donc, les torches ont été préparées également. Donc, bien sûr que les outils participent à la fois à la vie quotidienne, à la vie synégétique, la chasse, etc., évidemment, mais aussi à tout ce qui est rituel. Ça, c'est sûr. J'ai fait un exemple avec une sépulture au moment de l'inhumation. Mais par exemple, les coiffes funéraires qui étaient préparées, donc imaginez-vous, c'est des chapeaux soit avec des tendons, soit avec de la végétation, ça on l'a pas. Mais autour, par exemple, des coiffes, il y avait des coquillages, des craches de cerf, des canines. Tout ça ont été fait évidemment avec des outils pour perforer, pour préparer, et n'ont été mis, et ça a été prouvé justement par la perforation qui n'a pas été utilisée avant, ont été mis exprès pour l'inhumation, donc associés à ce rite funéraire. Merci beaucoup, Elena. On va passer à la conférence suivante. C'est Quentin Destieux qui va prendre la parole et qui va nous parler de l'archéologie des médias. Je pense que ça va faire une belle transition avec la conférence d'Elena. Elena, merci encore et on te retrouve cet après-midi à 15h. Oui. Mais alors là, tu souhaiteras nous accueillir dans un autre lieu. Voilà, voilà dans ton musée. Surprise. Voilà, petite surprise, le musée qui n'est pas très loin de chez nous. À tout à l'heure et merci encore. Merci.